Bonjour et bienvenue à ce nouvel amphi du MAGE. Alors avant de démarrer nos échanges scientifiques sur le genre du télétravail, je vais commencer par dire quelques mots sur le MAGE pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc le réseau de recherche interdisciplinaire et international MAGE a été fondé par Margaret Mariani. Donc notre collègue et amie qui nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant a joué un rôle essentiel en faveur des études sur le genre et le travail. Et elle nous a laissé en héritage deux de ses réalisations majeures, le MAGE et la revue Travail, Genre et Société, même si elle a toujours eu à cœur depuis des années de passer le relais notamment à sa direction. Et ce à quoi nous nous sommes attelés collectivement, donc depuis 2016 pour le MAGE, avec la mise en place d'une direction collective. Donc le MAGE est co-dirigé par Delphine Serre, voilà, qui est ici présente, qui est sociologue et professeure à Paris Cité. Membre du CERLIS et de la revue Travail, Genre et Société. Donc Rachel Silvera, qui est à ma droite, qui est économiste et maîtresse de conférences à Paris-Nanterre et membre créatrice du MAGE, en tout cas membre du MAGE depuis sa création. Donc, et moi-même, Nathalie Lapère, qui suis sociologue et professeure de sociologie à l'Université Toulouse 2, donc membre du CERTOP CNRS et responsable aussi de la structure collaborative de recherche sur le genre Arpège. Donc le MAGE a été créé en 1995, a été le premier groupement de recherche du CNRS centré sur ces questions de genre et de travail. Et depuis le début, le MAGE a travaillé dans une optique à la fois pluridisciplinaire, mais aussi internationale, en associant de nombreuses chercheuses, chercheurs, universitaires de différents pays à toutes ces activités scientifiques. Donc c'est un réseau de recherche qui depuis de longues années fédère une trentaine de centres de recherche et d'universités dans 13 pays. Donc je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet pour avoir des informations sur l'ensemble de nos travaux. Et donc n'oubliez pas de réécouter aussi nos amphis ainsi que celui-ci qui sera filmé et retransmis sur la chaîne YouTube du MAGE prochainement. Donc on remercie Olivier Boulanger et Jasmina Tevanovic pour ce remarquable travail de montage qui est réalisé à la suite des amphis. Alors, parmi les derniers travaux menés par le MAGE, nous pouvons évoquer un de nos derniers livres, enfin notre dernier livre collectif qui est sorti en 2022, qui s'intitule Le genre au travail, recherche féministe et lutte de femmes, qui est paru chez Sileps. Vous pouvez retrouver le descriptif sur notre site internet. Et également la sortie récente d'un document du MAGE réalisé avec la revue Travail, Genre et Société autour de Margaret Mariani. Donc c'est un document qui comprend en fait une vingtaine de contributions qui sont rédigées par les collègues de Margaret, mais également ses amis. Donc prochainement, ce document sera mis en ligne, mais vous pouvez aller visionner un très beau film qui a été réalisé sur Margaret Mariani, qui est disponible à la fois sur le site du MAGE et puis de la revue Travail, Genre et Société. Donc pour ce qui est de nos projets à venir pour 2024 et 2025, donc d'autres amphis du MAGE sont en préparation actuellement, en fonction aussi des publications de la revue Travail, Genre et Société, notamment un amphi autour de la question du handicap, du genre et du travail, un autre sur les pratiques féministes de non-mixité, donc à venir voilà, aussi à l'automne prochain. Et puis, nous sommes en cours, un gros projet de préparation d'un grand colloque interdisciplinaire, international, intergénérationnel aussi, pour les 30 ans du MAGE, en lien avec la revue Travail, Genre et Société, bien sûr, qui sera articulé autour des travaux de Margaret Mariani et voilà, de leur réception, de leur actualité, qui a lieu dans un an. Donc, c'est le 15 mai 2025. La date est fixée et bon, nous aurons le temps de vous en reparler, notamment dans les prochains amphis du MAGE. Donc je passe à présent la parole à Clotilde Lemarchand, qui est directrice adjointe de la revue Travail, Genre et Société, qui est professeure de sociologie à l'Université de Lille et vice-présidente recherche de sa faculté. Merci. Alors le débat aujourd'hui s'appuie sur la controverse télétravail, un nouveau genre de risque, qui est paru dans le numéro 48 de Travail, Genre et Société en 2022.
Au nom de la direction de la revue, du comité de rédaction et de toute l'équipe qui travaille à l'élaboration de la revue Travail, Genre et Société, je voudrais remercier Nathalie Lapère de l'Université de Toulouse et Rachel Silvera de l'Université de Paris-Nanterre d'avoir eu cette très bonne idée de coordonner des réflexions sur les enjeux actuels du télétravail sous un angle qui fait l'originalité de la revue et que je souhaite présenter rapidement ici. Bien sûr, remercier les autrices et les auteurs et les participants donc de cet écrit et de aujourd'hui cet oral, ce débat. Alors, tout d'abord, j'aimerais rappeler les liens forts avec le MAGE, puisque c'est dans le sillage du MAGE que cette revue pluridisciplinaire et internationale, qui est Travail, Genre et Société, a été créée par Margaret Marvani en 1999 avec Chantal Rogera à la suite des Cahiers du genre. Margaret Marvani l'a dirigée, cette revue. Les Cahiers du MAGE, pardon. Margaret Marvani l'a dirigée jusqu'en septembre 2017 et Hyacinthe Travers a repris le flambeau avec moi comme directrice adjointe. Hyacinthe et moi, nous tenons à témoigner de l'ampleur de l'engagement et de l'activité du comité de rédaction, très dynamique. On se réunit une fois par mois et chaque membre lit tous les articles que nous pouvons recevoir pour faire vivre et faire paraître aussi cette revue en des temps difficiles pour l'édition des revues en sciences humaines et sociales, parce qu'effectivement, nous ne manquons pas une occasion pour souligner quand même les inquiétudes pour l'avenir des revues de sciences sociales. Nous ne manquons pas non plus d'occasion d'échanger à ce propos avec d'autres directions de revues. Par exemple, c'était le cas lors du congrès de l'Institut du genre du CNRS qui s'est tenu à Toulouse en juillet 2023. Alors, Travail, Genre et Société, c'est une publication qui propose 2 livres par an, de documents de 250 pages. Vous en avez ici donc aujourd'hui, en vente dans cette salle. Elle est constituée d'un comité de rédaction composé de sociologues, d'économistes, d'historiennes et d'historiens, de musicologues, de chercheurs et chercheuses en sciences politiques, en sciences de l'éducation. La revue se donne pour objet d'étude les effets du genre dans le monde du travail et donc aussi plus largement dans la société. Les mots-clés, voilà, sont effectivement toujours articulés les uns avec les autres. Alors, les numéros successifs abordent des thématiques très diverses. Je ne les citerai pas tous, mais je tiens quand même à souligner la parution toute fraîche du numéro 51, qui vient juste de paraître en avril, en version numérique, et bientôt là, en version papier, avec un parcours sur le chercheur Christian Baudelot, un dossier sur les pénibilités au travail, une controverse sur l'excellence scientifique. Dans de précédents numéros, le dossier portait sur la question de la reproduction et ses injustices, donc notamment avec la question de la justice reproductive, liée notamment à la reproduction médicalement assistée. On trouvait aussi le parcours de Nicole Questiot, qui a été nommée ministre de la Solidarité nationale en mai 1980, la controverse sur l'artiste et son œuvre, faut-il les séparer ? Les prochains numéros traiteront des congés menstruels, de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, de la masculinisation des métiers féminins, entre guillemets, du recrutement, vous le voyez, donc des thématiques variées et, on l'espère, on y tient, toujours au cœur de l'actualité. Dans chaque numéro, il y a un dossier thématique, une controverse également, avec des articles plus ramassés, plus courts, et qui traitent là d'une question sous un angle plus de discussion, voire de dispute, au sens noble du terme. Également un parcours. La revue comporte également des comptes rendus d'ouvrages nombreux. Précisons aussi que et puis bien sûr quelques articles en mutation, des varias, hors thème. Alors précisons que les résumés de tous nos articles sont traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en brésilien et en chinois. La revue est en libre accès, y compris le dernier numéro, sur Kern. Certains articles en anglais sur Kern International, d'autres en espagnol sur Kern Mundo. On peut aussi commander, en plus de la version numérique, on y est bien sûr très fortement incité à faire des versions numériques, mais on peut aussi commander un exemplaire papier de chaque numéro et on y tient. Ça permet d'appréhender justement la cohérence, outre le bel objet, la cohérence aussi d'un bouquet d'articles qui forment un dossier ou qui forment une controverse comme celle de ce soir que nous allons discuter.
Alors avant de présenter le débat et de passer la parole à Rachel Silvera, au nom de la revue et du MAJ, je tiens à remercier l'ensemble des intervenantes de ce débat et puis aussi les personnes qui ont été aussi, qui ont permis aussi la mise en œuvre de cette soirée. Je pense à Alexandre Robert, responsable administratif du MAJ et enseignant à Sorbonne Université, et à Rose Feinte, que je tiens à remercier également, qui nous aide en ce moment au secrétariat au secrétariat de rédaction de la revue. Alors voilà, c'est aussi grâce à ces personnes que cette gestion, cette organisation de cet amphi est possible, un travail essentiel, puisque Margaret Marvani le disait, il faut écrire pour être lu et pour communiquer. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je vais ouvrir en quelques mots le débat de ce soir de notre amphi qui s'intitulait « Télétravail, un nouveau genre de risque ». C'était le titre qu'on avait retenu pour cette controverse qui est sortie en 2022. Alors, rappelons que le télétravail, dans sa forme contemporaine, c'est-à-dire alliant technologie de la communication et travail effectué hors des murs de l'entreprise, ne date pas d'aujourd'hui et ni de la crise sanitaire. Il existait auparavant depuis environ 60 ans, mais régulièrement on a évoqué le grand retour du travail à domicile, puisqu'il existait dans d'autres formes, bien entendu, tout au long des siècles précédents, et ce retour du travail domicile n'avait pas eu lieu. Il a concerné, avant la crise sanitaire, pas plus de 2 à 17% de salariés. C'est quand même une fourchette assez large, car cela dépend évidemment des études, des définitions retenues. Et c'est Michel Lallemand qui nous le rappelait dans un article récent. Depuis la crise, évidemment, c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, les choses ont évolué. Le télétravail a en réalité toujours fait l'objet de controverses. Et c'est important pour nous d'y revenir, tant du point de vue des employeurs que du point de vue des salariés. Dans les acceptions positives, certains et certaines salariés vont mettre en avant une amélioration des conditions de travail et des temps de transport, évidemment, des facilités pour articuler les temps de vie, et notamment vie professionnelle et vie familiale, et enfin, un souhait d'avoir davantage d'autonomie au travail. Du point de vue des employeurs, on revendiquerait une flexibilité accrue, synonyme d'augmentation de la productivité individuelle liée au télétravail. Bien au contraire, on va y revenir, un certain nombre de risques sont évoqués. Ils sont liés à l'intensification et au débordement du travail sur la vie personnelle. Il peut également laisser présager d'un éclatement des collectifs et des relations de travail. Et enfin, du point de vue des employeurs, une crainte de perdre le contrôle du travail, pouvant provoquer par là même une difficulté à mesurer le travail réellement effectué, qui donc relèverait de certains propos d'employeurs pas vraiment vérifiés. Mais évidemment, ce mode d'organisation a connu une période très particulière avec la crise sanitaire. Rappelons que lors de la première période de confinement, ça fait déjà 4 ans, c'est fou, le télétravail a été imposé brutalement à toutes les personnes dont l'activité pouvait être réalisée à distance, dans leur lieu, loin de leur lieu de travail habituel. Et cela a concerné environ 40% des salariés. Cela s'est réalisé sans anticipation, sans réglementation, sans aménagement des postes de travail, évidemment, sans réflexion sur l'accompagnement et l'équipement numérique nécessaire, et sans estimation, ni à de rares exceptions près, prise en charge du coût du télétravail, qui avait été évalué à environ 175 € par mois, en intégrant une partie des dépenses d'électricité, de chauffage, de matériel, etc. Les femmes salariées ont été largement mobilisées
sur tous les fronts pendant la crise sanitaire, pas seulement avec le télétravail, puisque, vous le savez, la plupart de leurs métiers n'étaient pas télétravaillables. Je pense aux métiers de la santé, de l'aide à la personne, du nettoyage, du commerce ou de l'enseignement lorsqu'il a été maintenu. La majorité occupait donc des emplois où ce télétravail n'était pas envisageable. Et pour les autres, les femmes qui occupaient des emplois administratifs ou des emplois de cadre, elles se sont retrouvées en télétravail tout en supervisant le travail scolaire de leurs enfants, petits et grands, également confinés en même temps, faisant par conséquent exploser évidemment la charge parentale et éducative, la charge domestique et la charge mentale, plus que jamais dévolue aux femmes, comme l'ont montré la plupart des enquêtes qui ont porté sur cette période particulière. Cette situation critique pour de nombreuses femmes était d'autant plus difficile pour celles qui ne disposaient pas d'espace dédié, on y reviendra, à leur travail à domicile, ou pire, pour celles qui se sont retrouvées confinées auprès de conjoints violents. Depuis que nous avons écrit notre controverse, différents travaux ont été réalisés. Il y a eu 2 rapports, celui du Centre Hubertine-Auclair et celui du Haut Conseil à l'égalité, qui nous paraissent des points d'appui importants pour avoir une analyse critique du télétravail du point de vue du genre. Et puis, vous allez voir, d'autres travaux ont été réalisés par les personnes qui vont intervenir dans ce débat. L'objet de cet amphi, 4 ans après la crise sanitaire, est donc de se demander si ce télétravail désormais hybride, qui prend la forme de 2 à 3 jours maximum par semaine, constitue ou non une régression, une avancée du point de vue de l'égalité femmes-hommes. Quelles sont les différentes formes de risque que peut prendre cette forme de mode de travail et quels sont au contraire éventuellement des effets bénéfiques que l'on pourrait en dégager. Si ce n'est pas le cas, quelles propositions pourrait-on élaborer pour qu'il en soit autrement? Puisque, n'oublions pas, cette forme d'organisation du travail est largement plébiscitée par les salariés et notamment les femmes. Merci Rachel pour cette introduction aux enjeux genrés du télétravail. Donc nous remercions l'ensemble de nos intervenantes d'avoir répondu positivement à l'invitation du MAJ et de Travail Genre et Société que je vais maintenant présenter succinctement. Donc tout d'abord Karine Babul qui est à ma gauche, qui est chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Karine s'occupe particulièrement des questions qui sont liées à la qualité de vie au travail, au dialogue social et au numérique. Je pense qu'elle pilote un axe sur cette thématique. En tout cas, elle nous dira. Et elle a notamment signé un article dans la controverse de Travail, Genre et Société avec sa collègue Florence Chaper qui est intitulé « Les nouveaux risques professionnels du télétravail » dont elle va nous parler plus de ses enquêtes plus récentes. Ensuite, nous écouterons Marianne Le Gagneur, voilà, qui est du côté gauche également, qui est docteur en sociologie, qui a récemment soutenu une thèse sur les inégalités du télétravail des cadres dans le secteur bancaire. Elle est actuellement postdoctorante en sociologie au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAP. Ensuite, nous écouterons notre collègue Gabrielle Schutz, donc à la droite de Rachel Silvera, qui est maîtresse de conférence en sociologie à l'UFR des sciences sociales de l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est membre du laboratoire Printemps. Et ses travaux de recherche abordent les enjeux de genre au travail. Et Gabrielle va nous présenter ce soir les résultats de ses derniers travaux empiriques sur le télétravail, et notamment dans le secteur public. Et ensuite, nous passerons la parole à Emmanuelle Lavignac, qui est à la droite de Gabrielle, qui est secrétaire fédérale de la CGT. Et elle représente la Fédération des sociétés d'études. Et Emmanuelle va nous parler des stratégies et des revendications syndicales qui sont portées par l'UGICT-CGT.
donc CGT des ingénieurs, cadres et techniciens. Et elle est par ailleurs membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc pour l'animation du débat et des tours de parole, donc nous avons décidé de fonctionner autour de 2 grandes questions. Donc on va avoir 2 grands tours de questions pour organiser ces débats et puis on passera la parole successivement à chacune de nos invités. Donc le règle du jeu, c'est d'avoir à peu près 10 minutes d'intervention chacune. On va à peu près surveiller le temps. L'idée, c'est que vous puissiez toutes adopter des points de vue différents aussi en fonction de vos données empiriques d'enquête, voilà, ou les positions que vous adopterez. Et puis, voilà, nous aurons un temps de débat à la fin des interventions, voilà, et nous finirons la journée par un pot bien mérité, voilà, à la suite de cette session. Alors, je commence le premier tour de questions qui va porter d'abord sur les risques du télétravail. Donc, la question un peu générique à laquelle nous avons pensé, c'est finalement, à partir de vos travaux, de vos positions, quels sont les risques que comporte aujourd'hui le télétravail en général et pour les femmes en particulier. Donc, je laisse la parole à Karine Babul pour aborder ce premier aspect. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Juste rappeler que l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est un établissement public administratif tripartite qui dépend du ministère du Travail, intervient dans les organisations publiques et privées. Donc nous capitalisons à partir d'interventions. Donc nous ne sommes pas un centre de recherche et nous ne sommes pas un institut d'études statistiques, même si effectivement nous produisons des consultations sur lesquelles voilà, nous basons également. Nous travaillons sur les questions d'égalité, de conditions de travail des femmes et des hommes depuis 2008 et sur les questions de télétravail depuis 2014 grâce à l'Europe, au Fonds social européen où nous avions à l'époque un projet télétravail, organisation des temps, égalité, méthodologie qui nous a permis déjà à l'époque de formuler des hypothèses d'impact du télétravail sur les inégalités professionnelles en termes de mixité, de parcours, de conditions de travail et d'articulation des temps que nous avons pu mettre à l'essai à l'occasion de cette crise et aujourd'hui. Concernant la prévention des risques, je souhaiterais rappeler qu'il s'agit aujourd'hui par rapport à notre code du travail, de considérer les situations de travail, et j'ai envie de rajouter de et de hors travail, et les impacts différenciés sur la santé des femmes et des hommes. Or, au-delà des consultations que nous avons pu mener et de l'analyse des accords télétravail, dans nos interventions, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des situations de travail hybride dégradées. Donc, je propose de faire un petit décalage entre les questions de télétravail aux questions de travail hybride. Travail hybride voulant dire qu'il y a effectivement des activités individuelles et collectives qui s'opèrent à distance et en présentiel avec, d'un point de vue ergonomique, des contraintes et des ressources qui peuvent être en lien avec des questions d'espace, de temps, d'équipement, de charge de travail, de rapport au collectif et de management. Et ces situations de travail hybride dégradées pour les populations au travail mobilisant le télétravail, particulièrement, en tout cas dans nos interventions, les femmes employées. Et nous avons à cœur de bien regarder les études statistiques qui viennent potentiellement étayer ces éléments d'hypothèse, ainsi que les recherches que nous allons entendre aujourd'hui qui nous sont précieuses. Donc avec des facteurs de risque à la fois pour les individus et les collectifs de travail que nous avons pu voir qui peuvent se traduire par des tensions, voire des stigmatisations, de l'isolement et des potentiels effets sur la santé, les parcours des télétravailleurs et des télétravailleuses. Je ne parlerai pas ici des risques du télétravail intensif en termes de TMS et de RPS notamment, mais je vous propose de faire ce petit focus sur les questions de situations de travail hybride dégradées avec un certain nombre d'exemples. Pourquoi ces situations de travail hybride dégradé ? Eh bien, nous avons identifié 3 points. Le premier, c'est la question des conditions de travail hybride inadaptées, malgré tout, encore aujourd'hui, après la crise. La question des problématiques d'articulation des temps de vie
qui sont finalement peu abordées entre managers et collaborateurs, et l'absence de discussion en équipe de ces situations hybrides qui permettraient de faire un pas de côté sur la stigmatisation des individus et de mieux regarder la question des équilibres entre les enjeux individuels et collectifs, puisqu'on est de plus en plus sur ces questions-là. À titre d'exemple, concernant les conditions de travail hybrides inadaptées, au niveau des équipements, on a vu déjà avant la crise que les femmes, moins que les hommes, avaient accès à des équipements mobiles, malgré le fait qu'elles utilisaient davantage l'informatique et Internet, compte tenu des métiers qu'elles occupent. Et puis la DARES nous a aussi montré que pendant la crise, eh bien, il y avait un moindre accès aux équipements et une moindre assistance. Mais par exemple, dans une grande administration publique, eh bien, nous avons pu voir que malgré le fait que les équipements à disposition, les usages n'étaient pas en place. C'est-à-dire que les équipes n'utilisaient pas les équipements qui permettent de travailler à distance et sur, en l'occurrence, des problématiques de gestion de dossiers complexes urgents, eh bien, ces activités-là étaient faites sur site. Donc, les personnes qui sont à distance en télétravail ne faisaient pas partie de ces activités-là et étaient mises à distance du collectif, ce qui pouvait avoir des effets de sentiment d'isolement par rapport à ces collectifs. Autre exemple, dans cette même organisation, nous avons pu voir qu'un binôme de travail qui à la base était hybride, en l'occurrence sur une activité de gestion comptable, a été remplacé par un binôme de travail en présentiel. C'est-à-dire que l'activité de la personne qui télétravaillait a été revue, donc désenrichie, ce qui a bien sûr un impact en termes de sens et de reconnaissance pour cette personne qui, en l'occurrence, est une femme et qui avait particulièrement besoin du télétravail pour des questions d'articulation des temps. Autre exemple de point de conditions de travail hybrides inadaptées, c'est la question des espaces, avec par exemple dans une administration locale, eh bien, sur site, des activités individuelles et collectives qui sont empêchées par des problématiques d'insonorisation, produisant du télétravail subi à domicile sans alternative possible en tiers-lieu. Donc on a vu que effectivement des études telles que l'INED montrent que les femmes et tu l'as souligné Rachel, les femmes moins que les hommes ont accès à des espaces sans enfants, et les études durant le Covid nous ont montré qu'effectivement il y avait eu une recrudescence de violences domestiques. Donc deuxième exemple pour montrer que ces conditions de travail hybrides inadaptées ont un effet différent selon les populations, et là en l'occurrence les femmes. Le deuxième point, c'est les problématiques d'articulation des temps de vie qui sont peu abordées entre managers et collaborateurs. Ces problématiques liées aux questions de parentalité ou de monoparentalité, d'aidance, mais également de maladies chroniques évolutives telles que l'endométriose ou le cancer du sein, cancer pour les femmes qui a lieu pendant le parcours professionnel, alors que pour les hommes, les cancers ont lieu en dehors de leur parcours professionnel, les violences domestiques, bien sûr, avec un manque d'alternatives organisationnelles telles que la flexibilité horaire, les tiers-lieux, etc. À titre d'exemple, dans une branche que nous avons pu accompagner avec un questionnaire, il apparaît qu'il y a certains sujets que les managers ont plus de difficultés à aborder. Et là, en l'occurrence, c'est la question des conditions de travail à domicile, de l'accompagnement des compétences, du soutien psychologique. Alors, c'était les items qui étaient mentionnés dans le questionnaire, mais cela est souligné de manière à voir qu'il y a certains sujets, effectivement, sur la question de l'articulation des temps qui peinent à rentrer dans les échanges entre managers et collaborateurs. Et puis enfin, la question de l'absence de discussion en équipe sur les situations hybrides, et notamment sur cet équilibre entre les enjeux individuels et collectifs. De plus en plus, on entend dans les débats que l'idée n'est pas d'aller vers du à la carte. Malgré tout, on voit bien que c'est cette question de la flexibilité qui est plébiscitée. Donc, on a bien ces enjeux-là individuels qui sont à articuler avec les enjeux collectifs, et ces aspects-là, on peine à rentrer dans le dialogue professionnel, dans les échanges. Et à titre d'exemple, dans une entreprise, la question des réunions. Avec le Covid, la fréquence des réunions a baissé,
est revenu, mais dans une moindre mesure, et surtout sur des aspects plutôt descendants et dans une moindre mesure sur la question du travail. Ce n'est pas nouveau de constater que la question du travail est peu présente dans les temps de réunion collective. J'aimerais juste rajouter un point par rapport à ces situations hybrides. Il nous semble que potentiellement ces situations de travail peuvent venir se complexifier avec, par exemple, d'autres modalités qui s'invitent, telles que la semaine de 4 jours. Donc nous faisons l'hypothèse de facteurs de risque supplémentaires qui sont en lien avec le télétravail, avec notamment 2 scénarios potentiellement problématiques. Le premier, c'est la semaine de 4 jours avec augmentation des amplitudes horaires, avec un risque de report de charge et de télétravail subi, ce qui vient renforcer ce que l'on va aborder aujourd'hui. Et puis la semaine de 4 jours avec suppression ou recul du télétravail. Certaines entreprises proposent la semaine de 4 jours en supprimant ou en reculant sur le télétravail, avec un risque de refus, si tant est qu'il soit possible de le faire, de la semaine de 4 jours, ou voire même de demande de temps partiel. On n'est pas à l'abri de demandes de réduction si c'est la seule alternative, ou de départ, simplement. Mais ça pose aussi la question eh bien de la multiplicité des modalités au sein d'un même collectif. Donc, l'ANSES, je me permets de mentionner aussi cette étude qui fait un état de l'art des études aujourd'hui, qui montre bien qu'il y a un enjeu à recueillir davantage de données, en mettant de données sur le travail hybride réel, en lien avec les caractéristiques des populations et ses effets directs et indirects sur les populations dans un contexte post-crise. C'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Parce qu'effectivement, nous allons potentiellement vers une montée en complexité de l'organisation du travail sans que le management et son écosystème ne soient véritablement mandatés, attendus, outillés pour appréhender les risques, les prévenir et les réguler. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de cette table ronde. Je suis très contente d'y intervenir. Donc, je vais commencer par revenir brièvement sur le contexte de mon enquête pour vous en dire davantage sur le champ que j'ai exploré. J'ai mené une recherche sur le télétravail dans le cadre de mon doctorat de sociologie que j'ai soutenu à l'EHESS en décembre 2023. Donc j'ai mené à bien un contrat CIFRE, c'est-à-dire une recherche menée en collaboration avec la structure que j'ai étudiée et que j'ai donc intégrée une filiale de la Banque institutionnelle et d'entreprise durant 3 années, entre 2018 et 2021. Donc cette structure, elle avait déjà mis en place le télétravail depuis un certain nombre d'années, j'y reviendrai. Donc j'ai fait une ethnographie de 3 ans et réalisé des entretiens avec des personnes qui y télétravaillaient. Donc c'est les enquêtes nationales sur le télétravail, elles nous apprennent que c'est le type de structure dans lequel le télétravail est très présent en France, c'est-à-dire une grande entreprise située en Île-de-France. Dans les locaux que j'étudie, il y a environ 3000 personnes qui sont salariées. Et j'ai donc observé de l'intérieur ce développement, cette mise en place du télétravail dans une période clé au moment des reconfigurations liées à la crise du Covid. Donc, mon enquête, elle était centrée sur le télétravail avec l'enjeu de ces inégalités, des inégalités qui étaient liées à cette pratique, qui étaient appuyées par cette pratique. Pour donner un ordre d'idée des personnes qui la composent, c'était une structure où il y avait beaucoup de cadres. On compte 88% de cadres en 2020. Donc, je vais revenir maintenant sur 3 risques, 3 dangers liés à la pratique du télétravail dans cette structure. Le premier, c'est un peu un pas de côté que je fais volontairement pour mettre en parallèle ces risques des bénéfices qu'en tirent justement les employeurs. Le deuxième, c'est l'échelle professionnelle pour les femmes. Et le troisième, c'est du point de vue de l'échelle domestique ou du travail domestique ou reproductif. Donc, du point de vue de ces risques généraux du télétravail, d'abord, je voudrais réinscrire ce télétravail dans les logiques de bénéfices qu'en tirent les employeurs, puisque, en effet, dès la diffusion du télétravail, il y a un enjeu historique ou juridique d'un dispositif qui est présenté comme gagnant-gagnant. Quelque part, il serait bénéficiaire autant
aux employeurs qu'aux salariés, dès les textes à l'échelle européenne en 2022, puis le premier accord national interprofessionnel en 2005. Et en effet, il y a cette idée que le télétravail va servir les entreprises privées et publiques. Et on nommait souvent ces bénéfices puisqu'on va présenter le télétravail comme une largesse destinée à un salariat de confiance. On favoriserait ainsi les personnes salariées les plus stables. Et c'est aussi lié à l'origine du télétravail, puisqu'il va arriver par les classes les plus favorisées finalement. Au départ, c'est vraiment les cadres qui en bénéficient avant qu'ils s'étendent plus largement aux professions intermédiaires notamment. Et donc, comme il se diffuse à partir de la situation des cadres les plus autonomes, le télétravail va devenir une forme de reclassement pour l'ensemble des professionnels qui en bénéficient. Et ceux qui sont donc moins favorisés le voient comme un gain direct aussi. Or, il y a vraiment des gains très forts pour les employeurs et on peut lire ce développement du télétravail à l'aune de la question de la financiarisation, c'est-à-dire l'accroissement des gains financiers pour ces employeurs et qui vont bénéficier aux actionnaires. Dans mon enquête, le télétravail il se met en œuvre à partir de 2009. Mais en 2017, c'est au moment où il va vraiment se diffuser, c'est en lien avec la mise en œuvre d'un flex office. Donc il n'y a plus un bureau par personne, mais au départ, 8 bureaux pour 10 personnes. Et on va passer de 2017, 8 bureaux pour 10 personnes à 6,5 bureaux pour 10 personnes en 2021. Donc on voit des gains financiers liés à l'enjeu spatial du télétravail qui sont très forts. Il y a des économies très importantes qui sont donc réalisées par les employeurs. Et donc, toutes ces règles, tout ce tempo du télétravail, l'accès, tout ça, c'est géré par les employeurs. Et donc, ces employeurs, ils peuvent adapter, prendre en main ce télétravail, l'accroître ou le réduire, évidemment, après négociation avec les partenaires sociaux. Mais je voulais donc remettre tout ça en contexte dans le cadre d'une sociologie du travail pour bien se rendre compte que les inégalités dont je vais parler maintenant, elles sont aussi liées finalement aux employeurs et à leur souhait de ce développement d'un télétravail qui leur sert. Puisque en effet, et c'est le deuxième point que je voulais aborder, du point de vue professionnel, il va y avoir des inégalités assez fortes pour les femmes qui pratiquent le télétravail. Dans la structure que j'ai étudiée, au départ, il y a 2 modalités d'accès au télétravail. Un télétravail occasionnel, donc on va faire des 2 journées de télétravail par mois quand on le souhaite, on les place ponctuellement, et une modalité de travail récurrente, c'est-à-dire qu'on choisit toujours les mêmes jours dans la semaine, 1 à 2 jours par semaine. Et en fait, déjà, il y a des grandes inégalités de genre puisque la modalité occasionnelle est davantage prise et effectuée par les hommes, tandis que le télétravail régulier est davantage effectué par les femmes. C'est lié à des enjeux de prise en charge, évidemment, des gestions familiales, puisque ces femmes qui vont télétravailler, évidemment, ont besoin que ce soit toujours les mêmes jours, puisque ça va de pair avec souvent une prise en charge enfantine, des modalités d'articulation des temps sociaux, en effet. Sauf que dans ce cas d'un télétravail occasionnel, qui est donc davantage pris par les hommes ou des femmes célibataires, ça va permettre une forme de domination temporelle accrue pour ces personnes qui le pratiquent, c'est-à-dire que ça va permettre à ces cadres déjà très autonomes de bénéficier de davantage de flexibilité. Ça va leur permettre de s'arranger de situations individuelles ou personnelles qui sinon auraient pu nécessiter la pose de congés. Il s'agit d'accroître son pouvoir temporel en priorisant le travail salarié. Si j'ai une réunion importante, eh bien, je ne fais pas de télétravail pour être en présentiel au bureau et donc quelque part marquer des points, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc pour ces personnes qui ont des ressources importantes, il va s'agir de bénéficier de cette marge de manœuvre tout en ayant un engagement important dans le champ productif et professionnel, tandis que pour ces femmes, surtout les femmes étant mères, il ne va pas y avoir le même type de domination temporelle qui est permise par ce télétravail. Et donc en ce sens, il y a des inégalités de genre puisque leurs disponibilités vont être distinctes. Dans le mode régulier, dans le choix des jours de télétravail, je constate aussi des inégalités. Par exemple, j'ai remarqué que le mercredi était une journée où moins de femmes étaient présentes dans les locaux en raison du recours genré au temps partiel à 80%. Et c'était aussi une journée qui était choisie
très peu pour télétravailler par les hommes parce que ceux-ci apprécient le fait que ce soit une journée calme, donc une journée qui va leur permettre d'être effectivement sans femmes, avec l'idée quelque part un boys club du mercredi où ça va être possible de maintenir des sociabilités en petits comités dans cette journée-là, et donc des personnes qui vont plutôt choisir de télétravailler sur d'autres jours pour maintenir ces sociabilités qui sont très valorisées dans des journées où l'open space est moins rempli. Et à l'échelle individuelle et du point de vue domestique, effectivement, il y a aussi d'autres inégalités de genre très fortes, auxquelles je ne doute pas que vous vous attendez et vous avez déjà réfléchi. Mais effectivement, le télétravail est une pratique très valorisée par les femmes, justement parce qu'elle permet la prise en charge de ces tâches. Mais ce que je remarque, c'est que ce télétravail, il vient aussi réassigner les femmes à des pratiques domestiques, à une prise en charge domestique très inégalitaire. Et donc, traditionnellement, la double journée des femmes, elle a bien été dépeinte, elle a été montrée en sociologie comme étant liée à un rythme intense, à 2 moments qui se succèdent et des plages temporelles qui s'enchaînent. Or, le télétravail, il va renvoyer à un nouvel entremêlement de ces rythmes et de ces temporalités productives et reproductives. Et donc, si les femmes s'investissent très fortement dans le télétravail, elles vont aussi mettre en œuvre des stratégies pour rentabiliser cette journée au maximum. Il s'agit d'en profiter, de rationaliser cette journée à passer à domicile pour en faire le plus possible. Et donc là, il y a un enjeu dans le terrain que j'étudie aussi de classe sociale de ces femmes cadres qui sont habituées professionnellement à des temporalités intenses, à rentabiliser le temps. Et c'est aussi quelque chose que je constate dans leur pratique du télétravail, puisqu'elles vont rentabiliser chaque temps mort de réunion pour lancer une machine, pour l'étendre alors qu'elles sont avec le micro coupé, pour profiter et en faire le plus possible, même si ce sont aussi des femmes cadres qui vont avoir recours à un certain nombre d'externalisations, c'est-à-dire avoir recours à des personnes payées pour assurer du ménage ou du nettoyage. Il reste des tâches à accomplir, des choses qui traînent à ranger, des machines à lancer. Et donc, il y a cet enjeu d'une forme de réassignation genrée à des tâches domestiques. Et donc, de ce point de vue-là, une forme d'inégalité de genre accrue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. Donc moi, je vais parler à partir d'une enquête que j'ai menée pour ma part dans 2 organisations de la fonction publique. Une de la fonction publique territoriale assez grande, à peu près 2000 salariés potentiellement, 2000 agents plutôt, potentiellement concernés par le télétravail au siège, et une plus petite de la fonction publique d'État, un organisme de formation et de recherche de type universitaire, même si ce n'est pas une université. Donc une enquête que j'ai menée à compter de la fin 2018 jusqu'à l'été 2023, donc de part et d'autre de la crise sanitaire. Alors, je vais souligner 3 risques liés au télétravail. Je développerai peut-être moins le 3e, qui est plutôt lié à la sphère domestique. Le premier risque, je dirais, il est lié au constat que le télétravail a mauvais genre dans beaucoup d'organisations. C'est important de se replonger ici sur le genre en fait, du travail à distance. Je parle ici volontairement de travail à distance pour désigner les formes de télétravail telles qu'elles ont été étudiées dans les enquêtes de la statistique publique dans les années 2000 et même 2010. Travail à distance au sens où c'était le plus souvent un télétravail informel, occasionnel, pour reprendre ici la distinction opérée par Marianne, et qui était généralement plutôt l'apanage d'hommes, cadres, avec une certaine ancienneté, considérés justement par l'organisation comme un salariat de confiance, bénéficiant d'une grande autonomie, et qui bénéficient en réalité d'une tolérance informelle quant à leurs allées et venues au sein de l'organisation liée à leur statut. Donc la féminisation du télétravail, elle est forte et elle date en fait de la mise en place de politiques organisationnelles de télétravail, donc d'accords de télétravail. Ça commence dans les années 2010 et puis se démultiplie avec la crise sanitaire. Et puis cette féminisation, elle est évidemment liée aussi à la crise sanitaire qui a vu l'explosion du télétravail. Donc on a une féminisation et une relative démocratisation du télétravail
télétravail, qui reste évidemment toujours plus pratiqué par les cadres, mais qui s'est étendu aux professions intermédiaires et même aux employés. Et à cet égard, le terrain fonction publique est un bon poste d'observation, puisque les nouveaux télétravailleurs, je reprends ici un terme d'économistes qui ont écrit sur ce sujet, notamment Ariane Paillet, ces nouveaux télétravailleurs, on les trouve beaucoup dans la fonction publique et notamment chez les femmes professions intermédiaires et employées. Donc cette féminisation et cette démocratisation, elles ne se font pas sans heurts, et de fait, les politiques de télétravail menées dans les organisations sont genrées. Elles se présentent comme neutres, mais elles véhiculent en réalité des représentations de ce qu'est le télétravail. Alors, je vais prendre le cas le plus fréquent, qui est celui d'une des deux organisations que j'ai étudiées et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres. Le télétravail, en fait, y est vu plutôt comme une concession qu'on fait aux salariés. La figure du télétravail ou du télétravailleur est une figure repoussoire, et c'est une figure, si on y regarde bien, qui est plutôt féminine, et qui est celle de la mère de famille peu engagée professionnellement, qui va, je cite, profiter du télétravail pour se dédier à sa famille plutôt qu'à son travail. Les effets de cette représentation du télétravail, c'est que les femmes qui, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, ont plus d'appétence pour le télétravail, vont y recourir malgré tout, mais vont s'en retrouver stigmatisées. Et les hommes dans ces organisations vont hésiter à y recourir, ce qui va renforcer ce caractère genré du télétravail. Donc le risque ici, c'est bien évidemment que le télétravail creuse les inégalités entre des femmes qui y recourent plus volontiers malgré tout et des hommes qui demeurent plus en présentiel, avec tous les risques en termes de carrière que ça représente pour les femmes, avec une mise en retrait de la vie informelle de l'organisation, qui a été très bien décrit par Marianne sur le Boys Club du mercredi. Alors, deuxième risque du télétravail, je ne sais pas si c'est vraiment un risque, mais je pourrais m'exercer à le résumer par l'idée que en fait, les bénéfices du télétravail sont moins accessibles aux femmes. Et donc, le télétravail, le risque, ce serait qu'il constitue une nouvelle inégalité entre femmes et hommes. Alors, en quoi les bénéfices sont moins accessibles aux femmes ? Déjà, il faut souligner que de manière structurelle, les femmes ont plus de difficultés à accéder au télétravail. Je ne parle même pas ici de ce qui a pu être dit lié au secteur d'emploi qu'elles occupent, le fait qu'elles soient plus dans la santé. Là, je parle au sein d'un même secteur, par exemple l'administration publique. On voit que l'éligibilité au télétravail, considérer que quelque chose est télétravaillable, c'est pas tellement une opération technique qui consisterait à évaluer est-ce qu'une tâche est faisable à distance, c'est aussi une opération symbolique, c'est-à-dire que c'est une opération qui met en jeu des représentations sur les métiers, mais aussi sur les personnes qui occupent ces métiers et leur autonomie supposée. Donc du coup, à partir de là, l'éligibilité au télétravail, elle relève aussi d'une négociation. Et dans cette négociation, évidemment, on n'est pas à armes égales selon la position qu'on occupe dans la division professionnelle et genrée du travail. Donc un exemple typique qu'on a toutes et tous pu constater, c'est celui des assistantes. Avant la crise sanitaire, dans la plupart des organisations, une assistante, c'était considéré comme un métier non télétravaillable parce que, au lieu d'être perçu de façon technique comme une activité qu'on réalise avec l'informatique, avec beaucoup de traitement de texte, par exemple, on le percevait d'une façon très genrée comme un métier de représentation et de disponibilité pour autrui. Donc typiquement, on avait des services où on disait personne n'est là, mais du coup, il faut que l'assistante, elle soit là pour qu'on voit que notre service est ouvert et actif. Donc dimension de représentation. Et puis évidemment, l'assistante dont on attend qu'elle débloque la machine à photocopier, qu'elle fasse un café, etc. Alors, deuxième dimension, donc l'éligibilité est inégale, donc le télétravail est moins accessible aux femmes structurellement. Et ensuite, le nombre de jours de télétravail autorisés, la possibilité de choisir ces jours de télétravail, les modalités de contrôle en télétravail, et donc du coup la possibilité ou non d'adapter ses horaires à ses contraintes et à ses envies personnelles, varient beaucoup d'une organisation à l'autre et varie aussi au sein d'une même organisation entre les personnes. Donc le télétravail n'est pas c'est un dispositif pluriel. Donc on peut mettre en évidence le fait qu'il existe ce que j'appelle des régimes de télétravail en prenant en compte ces différentes dimensions que je viens de citer, le nombre de jours, etc. Et ces régimes de télétravail sont très inégaux du point de vue de l'autonomie temporelle qu'ils confèrent aux individus qui s'en saisissent. Donc on peut parler ici d'un télétravail à plusieurs vitesses.
Et donc là aussi, les femmes sont structurellement pénalisées. Donc, notamment, on a pu mettre en évidence dans l'enquête UGIC-CGT avec une exploitation statistique réalisée conjointement avec Céline Dumoulin, qui travaille dans mon laboratoire Printemps, que effectivement, les femmes étaient plus nombreuses à déclarer ne pas pouvoir adapter leurs horaires en télétravail, ne pas avoir moins souvent que les hommes le choix du jour auquel positionner leur télétravail, etc. Ensuite, troisième dimension sur ces bénéfices inégalement accessibles, la question des effets différenciés du télétravail sur les rythmes de l'activité. Alors pour un certain nombre de femmes, notamment celles qui travaillent dans les fonctions administratives féminisées, ça a été dit aussi par Karine, le télétravail rime avec un équipement insuffisant, ce qui produit un rythme de travail haché, c'est-à-dire que chez soi, on ne peut pas tout faire, on est obligé de laisser tomber un dossier et de le reprendre quand on revient sur place. Donc ça produit une charge cognitive supplémentaire et ce rythme haché, ainsi aussi qu'une surcharge de travail parfois pour dématérialiser avant sa journée de télétravail et au retour de sa journée de télétravail imprimer et finir le travail qu'on n'a pas pu achever. Donc l'activité hachée, ça va être le propre du télétravail de ces fonctions féminisées, qui sont aussi les mêmes personnes pour lesquelles le télétravail confère moins d'autonomie temporelle du fait de leur régime de télétravail. Dans les fonctions plus mixtes, je pense ici notamment aux fonctions d'expertise, où on trouve aussi bien des femmes que des hommes. Les interdépendances sont beaucoup plus modérées. Le télétravail va plutôt avec une segmentation choisie de l'activité qui permet de dédier certaines tâches à la maison pour plus de concentration, plus d'efficacité, et d'autres que l'on va faire sur site. Donc ici, potentiellement, le télétravail rime avec une meilleure maîtrise de l'activité et un temps de travail potentiellement allégé. Et ça, c'est pour des personnes généralement qui ont déjà une certaine autonomie temporelle. Ici, on va avoir des hommes, mais aussi des femmes dans ces fonctions d'expertise. Et puis, dernier effet du télétravail, cette fois-ci, ça concerne plus les hommes, c'est dans les fonctions d'encadrement ou de coordination, où on trouve aussi des femmes, surtout dans la fonction publique, mais ce sont malgré tout des fonctions plus masculinisées. C'est ici beaucoup plus qu'on va trouver le risque du débordement, où finalement la fluidité qui est autorisée par le télétravail, passer d'une réunion à l'autre en un clic, va se traduire par un temps qui échappe, qui déborde, et potentiellement une moindre maîtrise de l'activité et de ses horaires. Et donc là, en plus, ce sont structurellement les personnes qui ont de l'autonomie temporelle, qui sont plus souvent des hommes, qui ont moins de charges domestiques et qui vont l'utiliser pour travailler encore plus. Donc là aussi, le télétravail, le risque, finalement, c'est d'accroître une polarisation entre les conditions de travail des femmes et des hommes. Voilà, j'avais un troisième risque, mais je crois que j'ai couru mon temps. C'est le fait que, évidemment, le télétravail reproduit les inégalités dans la sphère domestique. Je crois que ça a déjà été abordé en grande partie. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc là, tout ce qu'on a entendu, je ne vais pas répéter exactement, vu la somme d'enquêtes qu'il y a eu sur le sujet. Enfin, avant, il n'y en avait pas trop, mais maintenant, ça commence à venir. Juste vous dire que nous, à la CGT, donc moi, je fais partie de l'UGIC-CGT, c'est l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens. On a monté un télétravail dont on a deux participantes ici, Karine Babul et Gabrielle Schutz, comme vient d'être dit. On a décidé de monter un observatoire parce que tout simplement, la majorité jusqu'à présent des salariés qui étaient concernés par le télétravail, c'était effectivement les ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise. Peut-être que ça peut changer, mais encore pendant le Covid, 70% des télétravailleurs faisaient partie de cette catégorie professionnelle. Donc l'UGIC, notre rôle à nous, c'est d'organiser, structurer, aider cette catégorie socio-professionnelle à se structurer dans la CGT et porter leurs revendications. Donc je fais juste ce petit pas de côté pour expliquer pourquoi on a lancé cet observatoire. Cet observatoire, il a été mis en place après le Covid, où on avait sorti une enquête qui était hors observatoire, une enquête en 2020, en plein Covid, où on a eu une enquête sur les réseaux sociaux, une enquête nationale sur le télétravail en période de confinement, qui a eu un succès immense, puisqu'on a eu quand même 30 000 réponses. 30 000 réponses, forcément, puisque les gens étaient quand même devant leur écran, obligés donc de répondre. Donc c'était très, très, très riche, mais on a bien compris que voilà, c'était un vrai sujet.
Je reviendrai de toute façon après pourquoi c'est de toute façon un sujet syndical, évidemment. Après cette enquête-là, le retour était... il y avait un biais puisque c'était un télétravail forcé. Or, le télétravail existait avant le Covid. L'UGIC, ça fait 20 ans qu'on travaille déjà là-dessus. Effectivement, avant, vous aviez à peu près 5% de personnes qui télétravaillaient. Tout d'un coup, on bascule sur 40%, dont 70%, je disais, étaient ITAM. Mais on a repris ce travail-là en se disant, bon, là, il y a un biais, on ne peut pas en déduire de cette enquête-là quelque chose de réel sur ce qu'est le télétravail. Même si, bien évidemment, tout était donc caricaturé, exagéré, mais il y avait déjà des angles où on voyait bien que le télétravail pourrait amener certains problèmes, notamment sur les violences conjugales, notamment sur l'isolement, notamment sur les risques psychosociaux dont on a parlé, que nous appelons les risques socio-organisationnels. Donc tout ça, c'était vraiment décuplé et on s'est dit, il faut étudier plus longuement le sujet. Donc on a relancé une enquête 1 an plus tard, qui a eu aussi alors, moins de réponses, puisqu'on n'était plus sur le télétravail forcé. Et la dernière enquête par le biais de l'Observatoire, dont l'objectif, c'est anticiper les transformations du travail via le télétravail. Donc c'est un travail conjoint avec des syndicalistes et des scientifiques et des chercheurs. Donc notre dernière enquête, on l'a appelée télétravail, travail hybride, parce que comme il a été dit, le télétravail aujourd'hui a évolué puisqu'on n'est plus dans le télétravail forcé, donc on est sur des organisations de travail qui vont être majoritairement, on dit de 1 à 2 jours de télétravail dans la semaine, et le reste sur site. On est toujours sur une population qui est quand même encore majoritairement cadre, on est encore beaucoup dans le privé, beaucoup des grandes entreprises, effectivement ça a déjà été dit. Et on a des réponses de femmes. Alors, je ne vais pas dire ici qu'il y a plus de femmes que d'hommes en télétravail parce que ce serait faux. Mais dans la dernière enquête qu'on a lancée, il se trouve qu'il y a 55% de femmes, je crois, plus, qui ont répondu à l'enquête, qui étaient en situation de télétravail et de présentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a intitulé notre enquête « Le télétravail est une télétravailleuse ». Bon. La réalité, ce qui nous a permis de faire après une étude plus genrée que Gabrielle a fait, et comme elle vous en a un peu parlé, on a vu des différences entre le télétravail des hommes et le télétravail des femmes. Nous, notre souci par rapport à ça, en tant que syndicat, c'est de se dire, le télétravail, c'est une organisation. Si c'est une organisation, c'est notre sujet. On ne peut pas laisser, ne pas s'occuper de l'organisation de travail en tant que syndicaliste, ça touche nos conditions de travail. Le deuxième aspect pour nous très important, c'est que ça a été dit aussi, c'est qu'il y a un gain formidable pour le patronat, pour les employeurs. Et notre sujet à nous, c'est comment est-ce que ce gain par rapport au télétravail peut être repartagé pour les salariés. Donc on a besoin d'analyser, donc on a besoin de voir qui sont les gagnants, qui sont les perdants. Et quand je dis ça, bien évidemment, c'est une façon de parler, puisque pour l'instant, le gagnant, c'est le patronat, déjà en termes de locaux, en termes d'espace, en termes d'organisation du flex-office, comme il a été dit, puisqu'aujourd'hui, comme une partie des travailleurs sont, on va dire, 40% ou 60% de leur temps, par exemple, en télétravail, 40% sur site, cela veut dire que les espaces de travail ont été réduits, ce qui fait que vous n'avez plus la même facilité de travailler. Quand vous arrivez sur votre lieu de travail, vous n'avez pas un ordinateur pour vous, vous arrivez avec votre portable et vous choisissez votre place. Donc ça déséquilibre l'organisation totale. Donc on a déjà ne serait-ce que sur les locaux, etc., et tout ce qui a été dit sur les locaux, ça n'est pas que la location, c'est pas qu'une location, c'est aussi les frais d'électricité, c'est le nettoyage, et c'est tout ça. Et aujourd'hui, c'est une économie pour le patronat. Et tout ça a été rebasculé dans la maison des gens. Et au milieu de tout ça, au cœur de ce système-là, il y a les femmes. Et là, ce que nous révèle l'enquête, ce qui est... Déjà, elle nous révèle quoi? C'est que nous-mêmes, on a des biais aussi dans notre façon de poser les questions. Très simplement, on a fait dans ce questionnaire une question, comment gagnez-vous votre temps? Enfin, plus exactement, on a réalisé, on a vu que la plupart du temps, les télétravailleurs et télétravailleuses étaient intéressés par ce mode de travail pour gagner du temps sur les transports. En gros, gagner du temps sur ce qu'on appelle les interstices. Les temps de repos, on va les diminuer. Le transport, on va les diminuer. Ça a déjà été dit. Mais plus particulièrement, on leur a dit, qu'est-ce que vous faites de ce temps gagné?
puisque vous avez gagné du temps sur le transport, vous faites quoi? Et nous, notre billet, on leur a proposé comme item, est-ce que c'est pour le loisir, la famille, le repos, etc. En fait, majoritairement, évidemment, les femmes vont répondre famille, mais c'est pas suffisamment clair, famille. Par contre, on avait une autre question, ce qu'on appelle une question autre, où là, il pouvait dire, et elle, qu'est-ce qui faisait vraiment de ce temps gagné? Et là, vous avez l'éternel, faire les courses, mettre la machine, alors le lave-linge, mettre le lave-linge en marche pendant qu'on travaille, c'est un truc incroyable, mais c'est une passion. Et donc, on se rend compte de quoi? Je sais que je suis un petit peu longue, c'est qu'on se rend compte que finalement, ce temps de travail, ce temps de repos ou ce temps de travail, en fait, souvent, d'abord, il y a un biais dans nos enquêtes qui ne nous permet pas d'avoir une vision assez fine de ce que veut dire ce temps de famille. Tout simplement, nous, on le sait en tant que femmes, et vous ici notamment, c'est le fameux travail domestique, c'est le fameux travail gratuit. Donc, en fait, après, il y a un deuxième biais. Souvent, on pose la question, est-ce que le télétravail vous permet de mieux concilier vie pro et vie perso? Là aussi, c'est trop général. Il n'y a pas concilier vie pro et vie perso. Il y a concilier deux travails. Et je ne parle même pas de 2 temps de travail. Le travail rémunéré et le travail domestique. Ça permet... Alors, tout ça pour dire quoi? Que le problème du télétravail, il a été bien expliqué. Le seul avantage que moi, je trouve, et à travers nos enquêtes, c'est que ça permet, et on va continuer de le travailler, d'invisibiliser le vrai travail des femmes. 2 travails, voire 3, puisqu'aujourd'hui, avec les vous occupez aussi des enfants, des aidants, etc. Donc quand nous-mêmes, dans nos biais, on dit concilier vie pro, vie perso, ce n'est pas concilier, c'est cumuler aussi. Donc ça va nous permettre d'élargir cette notion de temps de travail et même de travail, en fait, et de revoir nous-mêmes notre conception. Donc l'intérêt de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avec ce télétravail, c'est tout d'un coup de vie, qu'est-ce que c'est vraiment le travail? Donc moi, voilà pour moi le grand intérêt. Alors tout ça pour dire, on n'est pas pour autant, on n'a pas trouvé de solution encore, mais bien sûr qu'on porte, alors déjà nous en tant que syndicalistes, qu'est-ce qu'on porte? On porte le fait d'encadrer le télétravail, ça commence comme ça, déjà. Alors on verra sur la deuxième partie. Donc je m'arrête là, excusez-moi. Merci beaucoup à toutes pour le respect du temps de parole, notamment dans ce premier tour de questions. Donc, on a eu un large panorama, très extensif, en tout cas des risques du télétravail. Alors, on peut se demander, reste-t-il finalement des avantages à mettre en œuvre et à participer au télétravail? Quels sont les éléments positifs qu'on peut mettre en avant, et notamment du point de vue de l'égalité femmes-hommes? Est-ce que ça la permet réellement? Et éventuellement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que ce mode d'organisation qui est notamment très plébiscité par les femmes, on l'a vu, soit vraiment favorable à plus d'égalité. Donc, on recommence le tour de questions en commençant par Karine Babul. Merci. On a l'habitude de dire que toute transformation organisationnelle peut renforcer les inégalités existantes, en créer de nouvelles, mais peut aussi les réduire sous conditions. Donc le télétravail et le travail hybride, il peut être vecteur de plus d'égalité, effectivement, s'il permet de réduire les grandes causes d'inégalité professionnelle. Et je vais me permettre très rapidement de reprendre ces 4 causes. C'est un petit modèle à l'ANAC qu'on a l'habitude de mobiliser, que l'on a produit d'ailleurs avec le groupe de chercheuses genre activité santé. Donc s'il permet davantage de mixité, par exemple, en valorisant les métiers à prédominance féminine ou permettant l'accès aux métiers à prédominance féminine, premier axe, l'axe de non-mixité. Deuxième axe, sur les parcours professionnels, le télétravail ou le travail hybride pourrait permettre une plus grande égalité d'accès aux parcours professionnels qui, pour les femmes, sont plus stagnants, hachés, voire descendants, à condition qu'ils permettent l'accès à des postes à responsabilité ou éloignés géographiquement.
et qu'il ne favorise pas le présentéisme. On a vu qu'il y avait une figure du télétravail qui pouvait potentiellement être un frein à la question des parcours. Sur le troisième axe, les conditions de travail, s'il permet de meilleures conditions de travail et permet de réduire là où sont surreprésentées les femmes dans l'isolement, par exemple, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, pour ne citer que cela. Et sur le quatrième axe, la question de l'articulation des temps, où on sait qu'il y a une inégalité d'accès à des marges de manœuvre, mais aussi de par effectivement la différence de division domestique. Donc, s'il permet déjà si le télétravail est également accessible, là, on a pu le voir, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et s'il n'est pas synonyme d'intensification, de surconnexion, de surcharge de reporting ou effectivement de surcharge de report de charges, comme on l'a mentionné. Les données manquent encore pour véritablement voir dans quelle mesure le télétravail post-crise et le travail hybride, dans quelle mesure il a des effets sur l'égalité professionnelle. Pour nous, il s'agirait de développer une approche égalité intégrée. Donc, depuis 2008, on travaille sur ces questions, mais de plus en plus, on essaie de développer, au-delà des approches spécifiques de prévention des risques, de négociation collective, mais d'outiller sur une approche intégrée à l'occasion de tout projet d'organisation. Donc, en passant par des points méthodologiques très concrets, donc en considérant dans tout projet la considération des enjeux d'égalité et d'équité en amont des projets, ce qui veut dire un diagnostic préalable des populations dans l'entreprise et des hypothèses d'impact, en l'occurrence du télétravail et du travail hybride, sur ces populations, de manière à pouvoir évaluer, grâce à des indicateurs, les faits dans le temps et de pouvoir véritablement suivre ces projets. Mais également, en termes de point de vue méthodologique, cela passe aussi par la mixité des copiles paritaires que l'on organise souvent, en tout cas que l'on pousse, sur lequel on pousse à ce que cela soit le cas dans les projets, mais aussi les groupes de travail, mais ce qui peut aussi passer par la non-mixité. Mixité des groupes de travail, mais parfois aussi non-mixité, parce qu'on s'est aperçu, et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de produire les jeux Sexisme sans façon, c'est véritablement par les groupes de travail non mixtes que parfois on a davantage d'éléments sur la réalité des situations de travail et de hors travail. Donc les deux modalités sont d'intérêt. Concernant les questions de télétravail, de travail hybride et plus globalement les questions de temporalité et d'espace de travail, parce que c'est véritablement de plus en plus dans cette direction que l'on va, pour tenir les deux bouts de la QVCT de la performance. Finalement, nous, ce que l'on conseille, c'est effectivement c'est de favoriser la souplesse organisationnelle ou la flexibilité des temps et des lieux, comme c'est la formule, pour reprendre les termes de la dernière enquête Great Place to Work, ou qui montre effectivement que c'est la question de la flexibilité des temps et des espaces qui est fortement sollicitée. Ce qui sous-entend, si on est sur ces questions de flexibilité organisationnelle, de mieux prendre en considération, comme on l'a vu, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. C'est un petit peu un marronnier, mais véritablement, on voit que c'est une difficulté. De tenir compte des enjeux individuels et collectifs au sein des équipes. On est bien sur ces deux éléments-là. Il ne s'agit pas de privilégier l'un plus que l'autre. Ne pas avoir peur du à la carte, finalement. Et surtout de voir comment la coexistence des différentes modalités de travail au sein des collectifs de travail, comment est-ce qu'on les prend en considération de plus en plus. Donc il s'agit d'un défi pour le dialogue social, et on a vu que dans les 100 accords que nous avons pu analyser télétravail, la question de l'égalité est très peu prise en compte, ou souvent présentée comme a priori favorable à l'articulation des temps. Mais également dans les accords égalité, où la question du télétravail est perçue et présentée aussi comme un levier d'articulation et ne montre pas toute cette complexité que nous venons de mettre en évidence. Donc il y a un vrai sujet de dialogue social, de formation, de sensibilisation des représentants du personnel et des représentants syndicaux.
Pour le dialogue professionnel et notamment dans le cadre des espaces de discussion, il y a un véritable défi, comme on a pu le montrer. Et dans nos interventions, on a à cœur d'accompagner les managers à l'animation de ces espaces de discussion sur le travail hybride, qui nécessitent des temps de formation en amont sur ces questions-là, et notamment avec les aspects genrés, qui nécessite potentiellement, parce que le manager n'est pas tout seul et est dans un système d'acteurs, potentiellement d'encourager à ce que les managers soient en espace de discussion, et bien, préparent ces espaces avec d'autres acteurs tels que les préventeurs ou les référents télétravail ou les référents égalité, et que ces espaces de discussion puissent aussi venir nourrir les comités de pilotage paritaire locaux, nationaux, en lien avec les négociations. Voilà, ça c'est un petit exemple de ce que l'on a pu mobiliser dans nos interventions. Et puis le dernier point, c'est véritablement pour la direction, dans le cadre de nouvelles organisations du travail, en lien avec les temps et les espaces, eh bien, de mobiliser des outils de scénarisation et de simulation du travail avec des salariés représentatifs et mixtes. Et ces outils-là, effectivement, ne sont pas suffisamment mobilisés en entreprise, mais c'est bien à cette condition-là que l'on pourra regarder si ces organisations du travail ont des risques selon les différents types, les différentes caractéristiques de population. Sur cette question des éléments positifs à attendre, je vais développer deux idées. D'abord, revenir sur des éléments positifs un peu en demi-teinte, hein, vous le verrez sans surprise. Et ensuite, peut-être proposer un tournant un peu prescriptif, donc des choses à mettre en œuvre, même si ce n'est pas ce qu'on fait habituellement en tant que sociologue. Je vais me prêter à l'exercice. Du point de vue des éléments positifs, du point de vue de l'égalité, je note que ce télétravail, il vient rejoindre ce que j'ai appelé un répertoire d'actions genrées, c'est-à-dire que ça vient être une forme de corde à l'arc de certaines femmes pour faire face à des transformations dans la structure que j'ai étudiée. Puisque ce télétravail, il va de pair, sa diffusion, elle s'accompagne au même moment d'un certain nombre de fragilisations, notamment une fusion intragroupe entre la structure que j'ai étudiée et sa maison mère. Ça va donc dégrader fortement les conditions d'emploi. Il y a des nouveaux contrats qui sont mis en œuvre pour les salariés. Un plan de départ volontaire qui va de pair avec cette fusion et un emménagement d'autres salariés dans les locaux étudiés, ce qui forme des dégradation forte des conditions de travail. Cette fois-ci, les plateaux en flex se peuplent de personnes que l'on connaît moins bien. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Hein. Je parlais tout à l'heure de ce flex office qui se développe avec des taux d'occupation qui changent. Tout ça, c'est un même mouvement. Ça va avoir des effets en commun. Et donc, dans ce contexte, il y a effectivement ce plan de départ volontaire qui est lancé fin 2020 dans la structure que j'ai étudiée, dans la perspective de cette fusion, qui va viser le départ d'environ 10% des effectifs de la structure d'Île-de-France. C'est donc une période de fragilisation importante, sauf que dans ce contexte, le télétravail, ça devient quelque part un outil pour prendre une forme de distance salvatrice avec l'organisation. Alors ça va aussi créer des formes d'isolement à domicile. Évidemment, on a moins de ressources pour compter les uns sur les autres, mais il y a aussi une forme de distance qui est prise avec des logiques parfois néfastes. Et donc à l'échelle de la carrière ou à l'échelle biographique, je remarque que pour certaines femmes, ça permet d'aménager des transitions et donc de rester en poste sur le mode Hirschman a mis en œuvre ce triptyque, le Voice, Exit, Loyalty. Là, il y a une forme de loyauté apathique. On va rester loyal, rester en poste, aménager ses conditions d'emploi en attendant mieux, en attendant l'exit. Et donc, ça va permettre à certaines femmes de déménager, de s'éloigner de leur lieu de travail avant de trouver mieux et donc de se satisfaire d'une situation. Par exemple, il y a une femme que j'ai rencontrée qui est encadrante, qui a beaucoup de responsabilités, sauf qu'avec son compagnon, ils n'en peuvent plus de la vie parisienne, hein, on peut comprendre quelque part. Et donc, elle décide de déménager. Elle voulait démissionner, mais la période de confinement fait qu'elle
peut rester en poste puisque le volume de télétravail s'accroît. Donc on est dans une situation pas de télétravail mais de travail à distance effectivement à ce moment-là. Et donc, ça lui permet de rester en poste plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle prenne ce plan de départ volontaire et donc parte dans de meilleures conditions, avec des conditions de départ qui sont aménagées. Et donc, à ce moment-là, ça va lui permettre de se satisfaire temporairement d'une situation qui était pour elle insupportable. Donc ce télétravail, il va être au cœur de stratégies élaborées pour se maintenir en emploi en attendant de trouver mieux. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout remarqué chez les hommes. Alors peut-être que c'est parce qu'ils investissent moins le télétravail dans leur discours et donc en entretien, ils en font moins une clé de voûte de leur vie professionnelle, hein, notamment pour ces enjeux d'articulation des temps sociaux. Mais mon hypothèse forte, c'est que c'est une stratégie plutôt pour des personnes dominées. Et donc, si j'avais aussi interrogé des hommes à des positions bien inférieures, j'aurais trouvé ce type de stratégie aussi, en fait. Du point de vue, ensuite, de ce qu'on pourrait mettre en œuvre, ou d'un point de vue prescriptif au sujet du télétravail, pour faire en sorte qu'il s'accompagne de moins d'inégalités, on pourrait penser plusieurs propositions. La première, ce serait de limiter fortement le nombre de jours de télétravail afin que cette pratique elle reste de l'ordre de l'exception dans la semaine pour que les effets finalement inégalitaires soient aussi moins importants. Donc ça pourrait maintenir ce télétravail, évidemment, puisque les cadres tirent une forte satisfaction, mais contribuer à faire en sorte que cette journée elle soit bel et bien à part, rare. La deuxième proposition, ce serait d'amener les employeurs à se faire davantage régulateurs de cette pratique, et notamment en surveillant les horaires de connexion et en limitant le surtravail, parce que ce n'est pas un risque dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pourtant c'est un vrai risque qui va de pair avec le télétravail. On équipe les personnes en outils de travail mobiles, et donc on leur permet de travailler davantage, d'étendre leurs horaires, d'intensifier leur journée de travail très fortement. Et ces femmes sont particulièrement vulnérables en télétravail. Et la littérature en sociologie a bien montré que le surtravail était aussi très fortement pratiqué par ces femmes. Donc voilà, limiter les horaires de connexion, pourquoi pas. Et une troisième chose qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est de diffuser les résultats de recherche sur ces risques liés au télétravail. On y contribue collectivement aujourd'hui par la tenue de cette table ronde, mais dans mon enquête, j'ai aussi vu que lorsque j'ai pu mentionner aux personnes avec lesquelles j'ai échangé que justement il y avait ces risques afférents au télétravail, des risques de travail domestique accrus, ça a bien souvent donné lieu à des prises de conscience aussi. J'ai fait beaucoup de conférences de restitution auprès des salariés de la structure que j'ai étudiée, où j'ai pu leur présenter les résultats de mon enquête tout au fil de cette enquête durant les 3 années. Et il y a notamment une collègue que j'ai interrogée à plusieurs reprises, avec laquelle j'échange à la suite d'une de ces conférences de restitution. Et elle m'a expliqué avoir été surprise du résultat, faisant du télétravail une source d'activité domestique accrue, une source de fatigue. Alors ça dit bien là à quel point elle avait intériorisé le productivisme, puisqu'elle est cadre et donc qu'elle est très socialisée à ces pratiques, mais ça a créé chez elle, je cite, une grosse prise de conscience. Et elle me dit, je la cite, « Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai fait de vraies pauses où je glande. Enfin, je regarde un truc, je lis un bouquin, mais là, je te dis ça, mais j'ai quand même une machine à étendre. » Donc tout ça est relatif. Les tâches domestiques subsistent, mais néanmoins, ça permet quand même de effectivement passer, faire prendre conscience de ces risques liés au télétravail. Alors, donc, concernant d'éventuels éléments positifs après avoir souligné les risques du télétravail, là aussi, ça va être un petit peu en demi-teinte. Moi, je pense qu'on peut en souligner 2 malgré tout. Le premier, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est ressorti des chiffres de l'enquête UGIC-CGT de l'Observatoire du télétravail, c'est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à considérer qu'elles ont une meilleure productivité et une meilleure efficacité en télétravail, et donc à considérer finalement, non pas qu'il leur permet de mieux concilier, ça aussi j'en reparlerai, mais en fait qu'il leur permet de mieux travailler. Alors moi j'ai plusieurs hypothèses là-dessus. Il me semble que c'est lié au type de fonction qu'elles occupent.
Ce que j'ai pu constater, donc je vous ai parlé tout à l'heure des types d'effets du télétravail sur les rythmes de l'activité, c'est qu'elles sont finalement assez nombreuses à se retrouver dans ce que j'ai appelé l'activité fluide en télétravail, qui rencontre pas spécialement d'obstacles, qui n'est pas hachée par des problèmes matériels. Alors ça, elles sont aussi nombreuses dans cette activité hachée, mais quand elles sont correctement équipées, elles sont pas mal dans l'activité fluide, notamment parce qu'elles occupent très souvent des fonctions en lien avec un accueil du public qui ne sont pas totalement télétravaillables, ou elles sont dans les fonctions support, où on dépend beaucoup d'une temporalité hétéronome, c'est-à-dire qu'il faut répondre aux sollicitations constantes voilà, typiquement, je pense à des gestionnaires de scolarité qui sont sollicités par les étudiants et les étudiantes, par les enseignants, les enseignantes, et qui doivent toujours être à disposition. Finalement, en fait, pour ces personnes-là, le télétravail leur permettait un peu de s'extraire de ces sollicitations constantes et de recouvrer une continuité dans leur travail. Je pense aussi, là ça serait plutôt des hommes dans les services informatiques qui disent on est tout le temps dérangé, il faut donner un câble, il faut faire ceci. Donc des fonctions où le service à l'usager interne c'est pas 100% du temps, mais c'est une part conséquente. Voilà, ça leur permettait de retrouver quand même une certaine fluidité. Et je pense qu'au-delà du fait que les femmes occupent souvent ce type de fonction support, plus généralement, même pour celles pour lesquelles ça n'est pas le cas, on sait aussi qu'elles effectuent un travail émotionnel à destination de ces usagers, mais aussi vis-à-vis de leurs collègues, qu'elles sont plus sollicitées souvent dans la sociabilité, dans les cercles de sociabilité, dans l'organisation. Et donc finalement, moi, ça ne m'étonne pas tellement qu'elles soient plus nombreuses à considérer qu'elles sont plus productives et plus efficaces en télétravail et que ça leur permette de retrouver une prise sur leur activité. Donc ça, il me semble que ça peut être mis au crédit du télétravail, en tout cas dans les configurations où c'est rendu possible. Pas l'activité hachée, ni l'activité débordante qu'on retrouve dans les fonctions d'encadrement qu'elles occupent aussi, malgré tout, même si moins fréquemment que les hommes. Deuxième élément positif, alors là c'est encore plus en demi-teinte, mais je tiens quand même à souligner malgré tout que beaucoup de femmes considèrent que le télétravail leur permet donc de mieux articuler temps professionnel et temps privé, hors temps de crise sanitaire, bien évidemment, où je pense que cela c'était pas forcément le cas, mais beaucoup expliquent comment finalement, certes, donc Marianne l'a dit, il y a une certaine densification de la journée, mais beaucoup soulignent que ça leur libère les soirées, les week-ends. Alors on peut considérer que ça se fait au prix d'une invisibilisation de leur travail domestique et que c'est dommageable, bien évidemment. En attendant, elles sont satisfaites du fait de libérer leurs soirées et leurs week-ends. Ce constat aussi d'une amélioration de la conciliation, j'utilise tous les guillemets autour de ce terme, c'est aussi un constat qui est effectué par les économistes. Je citais tout à l'heure une étude statistique menée par Ariane Paillet, Elena Reboul et Émilie Counil à partir de l'exploitation de l'enquête Epicov. Donc il y a eu plusieurs vagues et la dernière date de juin 2021, donc un moment de reflux de l'épidémie où a priori les écoles sont rouvertes, il y a de nouveau des cantines, enfin on est dans une forme de retour à la normale. La plupart des femmes et des hommes aussi considèrent malgré tout que le télétravail améliore leur possibilité d'articuler leur temporalité. Alors malgré tout, elle demeure assignée au travail domestique. Donc c'est pas un recul des inégalités, mais c'est une façon de faire avec, on va dire, les inégalités et de s'en accommoder. Voilà, donc constat en demi-teinte. Que faire pour rendre le télétravail favorable à l'égalité ? Effectivement, comme l'a souligné Marianne, on n'a pas trop l'habitude de réfléchir à des solutions. Donc j'ai quand même essayé de réfléchir à 2 ou 3 choses à partir de mon travail. Il me semble qu'une première chose, ça pourrait être essayer de débusquer le genre des politiques de télétravail pour les rendre véritablement neutres du point de vue du genre et faire du télétravail un dispositif véritablement destiné à toutes et tous, donc en déconstruisant les stéréotypes sexistes qui y sont liés et enrayer du coup les propensions différentes des femmes et des hommes à s'en saisir, ce qui a un effet de cercle vicieux sur les représentations liées à ce dispositif. Dans les organisations que j'ai étudiées, il y avait aussi beaucoup de fonctions très masculines où justement on ne recourait pas au télétravail pour se distinguer des femmes. Une autre façon de débusquer ce genre des politiques de télétravail, ça serait aussi que les organisations mettent plus en place de mesures genrées du télétravail, enfin de mesures au sens
De statistiques sur le télétravail genré, donc les télétravailleurs, les télétravailleuses, mais aussi le nombre de jours, et on manque encore de données au niveau organisationnel là-dessus. Peut-être une deuxième chose sur la question de l'accès au télétravail, c'est quelque chose qui a été dit, il me semble, notamment par l'ANACT, mais qui me paraît très bien, c'est de réfléchir en fonction de la tâche plutôt que par rapport à la fonction, pour voir effectivement ce qui est télétravaillable dans un métier et permettre en fait un accès plus large au télétravail pour les personnes qui le désirent, bien évidemment, et essayer d'enrayer les inégalités d'accès à ce dispositif. Donc ça paraît évident, mais en réalité, beaucoup d'organisations ont pas cette réflexion concernant la tâche et listent plutôt des fonctions télétravaillables et des fonctions non télétravaillables sans analyse réelle du travail. Troisième chose, alors je pense que je prends beaucoup de précautions, mais sur cette question de l'autonomie temporelle qui est très inégalement répartie dans le télétravail, qui donne lieu à des régimes de télétravail très distincts de ce point de vue-là, il me semble qu'il serait bénéfique de passer pour tout le monde non plus à un contrôle tatillon des horaires, mais un contrôle des résultats, avec le risque très fort, c'est pour ça que j'ai pris un certain nombre de précautions. Évidemment, quand on fait du contrôle au résultat, le risque, c'est de voir déborder la charge de travail. Donc, avec quand même l'idée de contrôler cette charge et de fournir le support managérial, puisque pour que le contrôle des résultats plutôt que du temps de travail ne s'accompagne pas en fait d'un abandon des travailleurs seuls face à leurs tâches. Peut-être dernière chose sur la question des rythmes de l'activité, réfléchir à l'équipement, justement continuer à avoir des statistiques un petit peu genrées sur l'équipement et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité et investir dans la dématérialisation, pas seulement l'équipement, mais je parlais tout à l'heure de l'activité hachée avec les problèmes de signature à récupérer. Voilà, il y a des logiciels de courrier qui existent. À partir du moment où on met en place le télétravail, eh bien, il faudrait mettre en place les outils qui le rendent soutenable à tous les niveaux de l'organisation, puisqu'un des constats qui m'a permis de faire mon enquête, c'est que certains obstacles ont été très vite levés dans les fonctions bien placées dans l'organisation, et que en revanche, 5 ans après le début du télétravail, justement dans les postes d'exécution, on est toujours avec les mêmes problèmes de scan, de signature, et que là, par contre, aucune solution n'est trouvée, alors qu'il en existe. Voilà. Sinon, la solution plus générale, évidemment, il me semble que comme le télétravail est avant tout un mécanisme de reproduction d'inégalités préexistantes, en fait, que ce soit dans la sphère professionnelle domestique, pour l'améliorer, il faudrait évidemment dégenrer tout simplement le monde du travail. Voilà, donc c'est parti. Oui, très bonne conclusion qui va permettre une bonne transition pour moi. Oui, effectivement, le télétravail, finalement, comme on disait tout à l'heure, c'est une organisation qui vient du travail. Et le travail, on sait très bien qu'il est inégalitaire. Donc, en fait, ce n'est pas le télétravail qui va changer. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Et je ne sais pas si ça le deviendra. Ni les conditions de travail des hommes et des femmes, ni la nature du travail. Donc, en fait, on retrouve dans le télétravail les mêmes inégalités que sur le travail sur site présentiel. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. La deuxième chose aussi que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un changement global d'organisation et du mode du travail général. C'est-à-dire que le télétravail, pour nous, c'est peut-être même qu'une transition temporaire. On est dans un essor du numérique où ça peut aller même beaucoup plus loin que le télétravail. Parce que de toute façon, le télétravail existait avant qu'il devienne un petit peu plus institutionnalisé, on va dire, et organisé. On le disait tout à l'heure, avec le télétravail gris, où vous avez des gens qui travaillent dans les transports. Aujourd'hui, on travaille sur nos portables. Donc, de toute façon, avec l'essor du numérique, toute cette façon de travailler à distance, elle est en train d'exploser. Donc, même le terme télétravail va finir par être obsolète, à mon avis. On est dans un changement d'organisation où le lieu de travail, le temps de travail, le contenu de travail sont totalement chamboulés par cet apport du numérique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail hors numérique. Petite parenthèse dans la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des éléments positifs à attendre du point de vue de l'égalité femmes-hommes ?
que ça puisse être favorable le télétravail à l'égalité. Je précise juste qu'à peu près 56% comme on dit, des smicards et smicardes dans ce pays sont des femmes, donc, et majoritairement dans des endroits où c'est pas télétravaillable. Donc, d'une façon générale, on va dire, je pense pas que le télétravail va aider, et après tout ce qu'on a dit, à améliorer l'égalité femmes-hommes. Ça me paraît mal parti. Et alors, en plus, on a quand même des choses à faire, nous, en tant que syndicalistes, avant d'en arriver à une conclusion aussi terrible. C'est qu'on doit l'encadrer. Donc, nous, notre premier travail, c'est déjà de constater, de faire un état des lieux de ce travail, du télétravail, et de enrichir des accords, soit des accords télétravail en faisant rentrer, et ça, c'est très important, la notion du travail à domicile. Et on commence à le faire en demandant que dans les accords télétravail, on mette en place les violences conjugales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en télétravail, une femme, et que vous subissez une violence conjugale? On va dire que la confusion des temps et des lieux de travail va amener quand même à ce qu'il y ait des accords un peu plus courageux, ou en tout cas qui débordent. Et déjà, ça permettra de remarquer que oui, il y a un souci, notamment avec le travail domestique et le travail rémunéré qui se confrontent. Donc ça permet déjà de faire rentrer cette notion-là. Les accords égalité pro aussi. Alors là aussi, dans les accords égalité pro, de plus en plus dans les entreprises, on négocie la notion de télétravail. Donc dans ces deux types d'accords, le travail est fait. On a aussi un autre travail syndical, nous, à faire tout simplement parce qu'on est attaqué frontalement aussi avec le travail à distance, puisque en tant que syndicaliste, vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir contacter les salariés qui sont en télétravail. L'éclatement du travail, c'est aussi ça, c'est une remise en question du collectif. Donc pour nous, c'est en plus un souci pour pouvoir faire augmenter le rapport de force et organiser les travailleurs. Donc, nous, à l'UGICT, on a commencé déjà en utilisant effectivement ce que nous offre le numérique, des visios, des webinaires pour expliquer le droit, qu'est-ce qu'il existe quand vous êtes en télétravail, pour contacter les salariés, pour aider nos bases syndicales, pour qu'elles se forment sur ce sujet-là. On a mis des guides aussi contre les risques psychosociaux en télétravail. Donc en fait, on est un peu obligé de compenser et d'amener des outils adaptés à ça, même si ce sera jamais aussi satisfaisant que de rencontrer les salariés en proximité sur le site. Donc nous déjà, c'est essayer d'améliorer les accords. Pourquoi? Pour avoir des droits nouveaux. Essayer d'avoir des accords qui sont mieux-disants dans une entreprise, le cumul des accords, on sait très bien que c'est une façon de pouvoir obtenir des droits nouveaux. Après, au niveau national, ça permet à nos organisations syndicales de pouvoir négocier devant le gouvernement, regarder ce qui se fait ici ou là, et voilà comment vous pouvez adapter le droit et qu'on puisse obtenir des droits nouveaux. Rassembler le collectif de travail et aller lui parler, c'est aussi important pour tout simplement augmenter le rapport de force, comme je le disais, pour obtenir aussi des accords mieux-disants. On a aussi beaucoup travaillé ce qui était le droit à la déconnexion. Donc là aussi, c'est, j'ai envie de dire, un pis-aller. De toute façon, en ce moment, on est à essayer de réguler là où le télétravail déborde. Donc, le droit à la déconnexion, on essaye de faire des accords droit à la déconnexion pour que les salariés ne reçoivent pas de mails ou de messages SMS, etc., en dehors des heures de travail. C'est quand même très, très difficile à obtenir, mais c'est ce qu'on réclame. Et puis aussi des accords où on essaye de récupérer par rapport aux gains de productivité de l'entreprise, puisque il est vrai que c'est ce qui ressort de notre enquête, où la charge de travail en télétravail augmente, le temps de travail, en tout cas ce que nous disent les salariés, il augmente, et il augmente plus pour les femmes que les hommes. Donc tout ça, du travail en plus, ce surtravail, eh bien, il faut le rémunérer. Il faut aussi que les entreprises se mettent à jour sur comment est-ce qu'ils indemnisent sur les frais du télétravail, les frais indirects, puisque pour l'instant, dans nos accords, il y a quasiment très très peu de prise en charge des frais. Ça va être 5 euros des fois par mois, sincèrement. Voilà, donc il y a tout ce travail-là. Et puis, de toute façon, comme je le disais, la vraie revendication, et je pense qu'on va essayer déjà, dans nos enquêtes, ça ressort, de convaincre les salariés, c'est que ce n'est pas le télétravail pour fuir des mauvaises conditions de travail sur site, ce serait plutôt une réduction du temps de travail pour pouvoir, puisqu'il faut cumuler
du temps de travail domestique et du temps de travail rémunéré. S'il faut articuler, concilier ces deux temps de travail, même si à mon avis, c'est peut-être pas la seule solution, qu'il faudrait plutôt dégenrer le travail, et notamment le travail domestique, oui, ce serait plutôt la réduction du temps de travail. C'est nous, en tout cas, ce qu'on porte. Et d'ailleurs, on a un retour des femmes qui est assez intéressant, puisque vous savez que notre Premier ministre Gabriel Attal a proposé la semaine en 4 jours, et qu'il l'a proposé notamment aux salariés de l'URSSAF. Et les salariés de l'URSSAF, notamment les femmes, ont clairement dit, moi, le travail en 4 jours, faire 35 heures ou 36 heures en 4 jours ne m'intéresse pas. Donc ils ont refusé de faire le travail en 4 jours. Pourquoi? Parce que notamment quand vous êtes une femme, eh ben, c'est pas parce que vous n'allez pas travailler le vendredi que les autres jours de la semaine, vous allez, surtout si vous faites 8 ou 9 heures de travail, vous allez avoir plus facilement votre fameux temps pour soit aller chercher les enfants, soit et concilier ces fameux temps de vie. Donc, il y a une appétence pour réduire le temps de travail, pour mieux réguler les temps de vie, mais en tout cas, ce n'est pas la semaine en 4 jours. Donc nous, c'est 32 heures et plus, j'ai envie de dire, si affinité. Parce que avec le numérique et les gains de productivité, on pourrait, à mon avis, facilement passer à 28 heures. Je ne sais pas où j'en suis sur mon temps. Je pense que c'est bon. Très bien, merci. Alors, vous avez la parole si vous le souhaitez. Je voulais juste faire une remarque, c'est que tout au long des interventions, j'ai pas arrêté de penser au temps partiel. Il y a vraiment un parallèle à faire entre les dégâts du temps partiel, tel qu'on l'a décrit, tant sur la question des temps domestiques, des temps sociaux, que sur l'invisibilité du travail ou la fuite face à des conditions de travail pénibles. Il y a vraiment un fort parallèle sur les dégâts qu'on avait tant décriés du temps partiel et aujourd'hui du télétravail à partir du moment où il est davantage féminisé. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Vous avez la parole et surtout, n'oubliez pas, on ne l'a pas dit, il y a toujours, comme d'habitude, un pot à la fin qui aura lieu ici, donc ne partez pas trop vite. Qui veut la parole ? Merci et merci pour ces partages extrêmement intéressants. Je suis Chloé Torcol, je suis chef de projet à l'Association française des managers de la diversité, on dit AFMD pour faire plus court. On travaille dans le cadre d'un projet européen sur la façon d'accompagner les employeurs pour prévenir les risques de discrimination dans des contextes de télétravail et de travail hybride. Donc j'ai trouvé vos apports extrêmement enrichissants et j'ai hâte de pouvoir les mobiliser. J'avais 2 questions et j'entends qu'on ne puisse pas répondre aux 2. Ma première, c'était, on a abordé notamment le fait de devoir outiller, accompagner les managers à finalement accompagner des équipes hybrides et je me demandais si vous aviez identifié des compétences managériales qui pouvaient être mobilisées et être des leviers pour cette dimension-là. Et ma deuxième question, c'est au-delà du genre, est-ce que vos études, vos enquêtes ont montré des différences en fonction de l'articulation de différents critères de discrimination ou de vulnérabilité? J'entends par là, est-ce qu'on constate des expériences différentes selon que les populations qu'on étudie vont aussi être porteuses d'un handicap ou d'une origine, etc. Comment est-ce que ça se manifeste dans le contexte du télétravail et des enjeux de genre? Voilà, merci. Bonjour, Gaëlle Lortal. Alors, bon, moi, c'est écrit dessus, je n'ai pas la même étiquette, mais voilà. Donc, moi, je suis dans une très grande entreprise. Je suis dans une très grande entreprise, je suis représentante syndicale. Et moi, j'ai des questions sur la partie... alors, ce n'est pas forcément sur la diversité, mais sur la partie âge. Il y a eu un rapport qui a été émis, qui n'était pas très positif, sur les jeunes qui, justement, vont aller vers plus de sexisme, en gros. Et voilà, je me demandais si par rapport au télétravail, s'il y avait eu des analyses avec plutôt des pyramides des âges et des choses comme ça, en plus du genre. Bonjour, Julie Lebrun, moi je suis informaticienne à l'INED, donc ça me fait plaisir quand on cite les travaux de mon institut. Je me demandais si vous aviez des travaux sur les personnes qui télétravaillent à 100%. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années, notamment par exemple, nous dans le cadre des études et des enquêtes, les plateaux téléphoniques où maintenant certaines personnes en fait sont 100% chez elles tout le temps.
Et notamment, justement, vous avez parlé de travail domestique, comment ça interagit concrètement avec le travail domestique, d'être à 100% chez soi toute la journée. Oui, peut-être rapidement sur la première. Dans les espaces de discussion que nous avons, dans le cadre desquels nous avons accompagné les managers, nous avons eu à cœur de les sensibiliser au management du travail, à l'analyse du travail, ce qui est un joli défi. D'où l'importance d'articuler la fonction managériale avec d'autres acteurs qui font écosystème, les préventeurs, les référents télétravail, etc. Sensibiliser aux questions de conditions de travail femmes-hommes. Parce que malgré tout, le diagnostic, même si parmi ceux qui sont déjà sensibilisés, on le connaît, mais beaucoup encore dans l'entreprise ne connaissent pas les situations de travail différenciées et les impacts différenciés. Donc ça, et notamment en lien avec le télétravail. Et puis, une compétence qui, à notre sens, est à développer à l'avenir, c'est pour revenir sur la question de la conception des nouvelles configurations spatio-temporelles et de la simulation, comment est-ce qu'on vient tester la robustesse de ces organisations. Donc, ça peut être dans le cadre d'un espace de discussion, mais aussi par ailleurs. Et les managers peuvent être fortement partie prenante. Tester la robustesse des nouvelles configurations organisationnelles par des situations telles qu'on a pu les mettre en évidence, qui sont le cas d'un individu qui est en situation de violence domestique et qui a besoin d'une souplesse spatiale, de l'individu qui est en situation d'endométriose et qui a besoin d'une souplesse temporelle, de l'individu qui a temporairement ou de manière chronique une charge d'aidance familiale et qui a besoin d'une souplesse spatio-temporelle. Voilà, comment est-ce qu'on s'autorise à tester ces situations spécifiques? Comment est-ce qu'on s'autorise à tester la robustesse des organisations par rapport à ces situations spécifiques? Sur la question de l'âge, j'ai peu d'éléments, mais me semble-t-il, les jeunes recrues sont friands de présentiel pour effectivement monter en compétences, se sociabiliser, etc. Et puis sur le travail à domicile, alors justement, là, il s'agit d'un point qui me semble n'est pas assez instruit, c'est-à-dire qu'on mélange souvent télétravail à 100%. Alors en fait, le télétravail à 100%, c'est du travail à domicile. Donc ce n'est pas du télétravail. Donc on sort un petit peu du champ, mais certaines structures effectivement qui décident de supprimer leur site et de mobiliser un tiers-lieu, mais finalement non pas comme un véritable site ne permettant pas une réversibilité du télétravail, mais mobilisant ce tiers-lieu pour de temps en temps une réunion, là on est plutôt a priori sur du travail à domicile. Et là il y a a priori une problématique qui, voilà, dans le cadre légal, n'est pas tout à fait... il me semble que certaines organisations voilà, sont sur ce flou-là qui mériterait d'être plus éclairé. Merci beaucoup pour les questions. Sur la première question au sujet des personnes porteuses de handicap en télétravail, il faut savoir que les enquêtes Sumer et réponses de 2017 qui ont été analysées par Sébastien Alépée et Amélie Mourou montrent que les télétravailleurs et télétravailleuses sont globalement en moins bonne santé que le reste des travailleurs, parce que justement on va utiliser le télétravail comme une modalité d'adaptation du salariat pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai pas forcément prêté une attention particulière à cet enjeu-là. Ce que j'ai quand même remarqué, c'était que dans le contexte de ces transformations du travail et notamment de la mise en avant du flex office, c'était des personnes qui étaient assez stigmatisées dans la pratique du flex office parce qu'en fait, elles ont besoin d'adaptations spécifiques et donc elles ne peuvent pas faire ce flex office où il faut s'asseoir n'importe où parce qu'elles ont besoin de chaises particulières, de bureaux spécifiques qui sont mis en œuvre par la médecine du travail.
Et je voudrais aussi faire référence au travail d'Alice Romerio sur l'endométriose, qui montre que en fait, ce télétravail, il peut être une solution que très ponctuelle et que pour les personnes finalement qui sont cadres. Donc les femmes cadres dans le cas de l'endométriose, mais aussi les personnes porteuses de handicap qui sont situées plutôt en haut de l'échelle sociale. Donc c'est pas forcément une situation satisfaisante ni une adaptation satisfaisante. Du point de vue de l'âge, ce que j'ai remarqué dans mon enquête, c'était que le fait d'être jeune n'était pas forcément une caractéristique qui aidait pour accéder au télétravail, puisqu'il y a cet enjeu de la confiance, et une confiance qui est située socialement, et donc qui n'est confiée par les organisations qu'à des travailleurs qui sont plutôt plus âgés. Il y a souvent d'ailleurs dans les accords télétravail des règles qui font qu'il faut avoir une certaine ancienneté dans la structure. Alors cette ancienneté, elle a eu tendance à se réduire au fur et à mesure que le télétravail s'est développé. Mais donc ça façonne une figure d'un télétravailleur qui est plutôt âgé, plutôt bien installé dans son poste, et donc qui va quelque part exclure les jeunes qui seraient moins autonomes. Oui, moi je voulais répondre sur le 100% de télétravail parce qu'effectivement c'est un sujet. Nous, quand on pose nos enquêtes, on demande toujours vous travaillez à 100% ou pas. Donc on a eu personne à 100% quasiment. Enfin peut-être à 2-3. Mais on sait que ça existe. On sait que ça existe, mais c'est assez particulier parce que géographiquement on ne sait pas où. Je m'explique. Par exemple, dans les centres d'appel. Quand vous êtes en centre d'appel, il est très facile de travailler de chez vous. Et il y a, pendant la crise Covid, des centres d'appel qui ont été fermés et avec des gens qui se sont retrouvés à travailler que à la maison, d'accord ? Simplement, donc on a perdu le site. Et ça pose des questions, effectivement, de travail, de droit du travail, parce qu'il n'y a pas eu forcément d'enquête, il n'y avait pas de syndicat. Donc, il n'y a pas eu. On ne sait pas ce que sont devenus et les droits afférents quand vous travaillez en présentiel, c'est pas la même chose que quand vous travaillez complètement à domicile. Donc, tout ça, ça n'a pas été vraiment bordé depuis. Après, les grands groupes, notamment de centres d'appel, en France, des grands groupes comme Téléperformance, ils ne font pas du 100% travail. Télétravail. Ils vont faire 60%, 40%. Mais en revanche, ils sont partout dans le monde, Téléperformance. Et par contre, que ce soit en Colombie, que ce soit en Pologne ou ailleurs, où on sait qu'il y a des télétravailleurs, on pense que certainement, pour la Colombie c'est quasiment sûr, qu'ils soient chez eux, ils travaillent de chez eux. Et là aussi, le droit, on va dire que là, on est évidemment borderline, comme avec beaucoup de sujets avec le télétravail. Oui, sur la question de l'outillage des managers, moi je voudrais aller dans le sens du fait que ça revient, il me semble, qu'il y ait vraiment une nécessité de les aider à faire une analyse du travail, puisque pour eux, l'enjeu, c'est qu'ils ne peuvent plus voir les personnes, donc ils doivent leur faire confiance, c'est très compliqué, et donc ils doivent être en mesure de contrôler, encore une fois, les résultats du travail plutôt que le travail en train de se faire. Et en fait, c'est très compliqué parce que ça nécessite déjà qu'ils clarifient les résultats, les objectifs qu'ils attendent, et en fait, c'est loin d'être toujours évident, qui clarifie aussi la façon dont on va considérer que ces objectifs ont été atteints, donc qu'on clarifie les critères d'appréciation d'atteinte des objectifs, et ça c'est des choses qu'on peut faire qu'en analysant le travail avec les personnes qui le réalisent, qui sont les premières concernées. Et puis il me semble qu'une façon de les outiller, c'est aussi les outiller contre leur propre risque de débordement. Dans la mesure où, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce sont probablement ceux qui font le plus face au risque de l'activité débordante en télétravail, puisque le télétravail nécessite pour eux, il me semble, un triple travail d'organisation supplémentaire, un travail d'organisation du collectif. Il faut organiser des moments où tout le monde va pouvoir se voir, il faut organiser des moments d'échange synchrone, donc il faut beaucoup plus planifier. Il faut organiser aussi les différentes strates d'encadrement. Moi, j'ai vu plusieurs situations où vous avez un chef de service et un chef de service adjoint, par exemple, qui vont pas être en télétravail en même temps. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui va donner des instructions par mail, alors que sur place, la personne a déjà réglé la situation avec d'autres instructions.
Donc ça les met en porte-à-faux, ça ouvre des marges de manœuvre pour les salariés, enfin, ce qui est très bien aussi, mais en tout cas pour eux c'est compliqué à gérer. Donc ça nécessite ce travail d'organisation à l'intérieur des différentes strates de l'encadrement. Et puis enfin, ça nécessite un travail d'organisation complémentaire pour garantir une expression individuelle des salariés, puisque ça devient plus compliqué de savoir s'ils sont d'accord avec ce qu'on fait ou pas, ce qu'ils en pensent, à la fois parce que c'est plus compliqué en visio quand on les voit pas, quand la caméra est éteinte, mais même quand la caméra est allumée. C'est compliqué de tenir des réunions hybrides, et donc ça les oblige à effectuer beaucoup de travail supplémentaire. Donc, une façon des outils, ça serait qu'ils réfléchissent, que l'organisation leur donne les moyens justement de ne pas se retrouver en surcharge de travail puisque leur position est particulièrement sensible. Voilà, sinon je voulais peut-être dire une dernière chose sur la question de l'âge. Donc on a parlé des nouvelles recrues, mais en fait je pense que la question, elle se pose pas seulement pour les entrants dans le marché du travail, mais pour toute personne qui prend un nouveau poste, quel que soit son âge, le télétravail pose des difficultés spécifiques, voilà, tout simplement pour la socialisation organisationnelle, comprendre qui sont les interlocuteurs, etc. Donc je pense que la question de l'âge, c'est important de la souligner, mais il ne faut pas la détacher de la question de l'ancienneté. Merci, ouais, c'est ça. Alors merci à vous. À bientôt.